Dans cette vidéo, tu vas retrouver Mark qui est resté seul sur Mars et tu vas découvrir tous les détails cachés et les secrets de tournage qui rendent ce film encore plus fascinant. On commence avec nos astronautes qui font des prélèvements sur Mars quand une tempête s'annonce et à l'intérieur de l'habitat, un plan furtif montre un dessin accroché sur l'ordinateur de Johansen. Et c'est une jolie référence à Dejah Thoris. Tu sais qui c'est? C'est l'héroïne des romans Le cycle de Mars, écrit par Edgar Rice Burroughs. Et cette princesse martienne, brillante scientifique comme nos astronautes ici, a été incarnée par l'actrice Lynn Collins dans le film de 2012 John Carter. La tempête fait maintenant rage et elle est quelque peu exagérée dans le film. Sur la planète Mars, la pression atmosphérique est si basse, moins de 1% de celle de la Terre, qu'en réalité, ce qu'on appelle ici une violente tempête serait seulement comparable à une légère brise qui te décoiffe. L'auteur du roman Seul sur Mars, Andy Weir, a d'ailleurs admis que c'était là la plus grande liberté scientifique qu'il a prise dans son récit. Nos astronautes se réfugient dans le VAM, le module de remontée, et tout s'accélère, décollage d'urgence. Et au milieu de tout ça, tu peux remarquer que le casque de Johansen porte le chiffre 4. Est-ce que tu as la ref? Eh bien l'actrice incarnant Johansen est Kate Mara, et elle a joué dans le film Les 4 Fantastiques, où elle interprète Sue Storm. Le film est d'ailleurs sorti la même année que Seul sur Mars, et le chiffre 4 reprend le même style que le logo des 4 Fantastiques. L'équipage a quitté Mars. Sur Terre, Teddy Sanders, le directeur de la NASA, doit annoncer le décollage d'urgence et la mort supposée de Watney. Et regarde bien, son discours est rangé dans un dossier rouge. Et bien ce détail est tiré directement du roman, car dans le livre, Teddy possède en réalité 2 dossiers. Un bleu avec le discours optimiste célébrant une mission réussie, et un rouge avec le discours funèbre, celui qu'il vient de lire. Et c'est un petit clin d'œil à un épisode bien réel de l'histoire spatiale. En 1969, la Maison Blanche avait préparé un discours de secours pour Richard Nixon, au cas où Apollo 11 tournerait mal. Ce texte rédigé par William Safire devait être lu si les astronautes restaient bloqués sur la Lune. Toujours durant la conférence de presse, regarde bien derrière l'orateur. Tu vois le drapeau américain à droite et celui de la NASA à gauche? Eh bien on a ici un petit problème protocolaire. Selon le code des États-Unis, le drapeau américain doit toujours être en position d'honneur, c'est-à-dire à la droite de l'orateur, face au public, et celui de la NASA à gauche. Est-ce que tu remarques que dans les scènes extérieures, les mouvements semblent plus lents? Eh bien ce n'est pas un jeu d'acteur, comme la gravité martienne représente environ 38% de celle de la Terre, pour reproduire cet effet sans câble ni trucage, l'équipe a tourné les scènes extérieures à 48 images par seconde, puis les a ralenties à 24 images par seconde au montage, ce qui donne pour résultat des mouvements qui gagnent en inertie et qui paraissent flottants. Lorsque Mark entre dans le hub, le module d'habitation, avec l'antenne dépassant de sa combinaison, il retire d'abord son casque et son plastron, puis arrache d'un coup sec l'antenne de son abdomen et la jette clairement au sol. Il prend ensuite des instruments chirurgicaux, extrait le morceau restant de l'extrémité de l'antenne, et si tu regardes bien, tu vois l'antenne posée juste à côté de lui. Mais comment est-elle arrivée sur la table alors qu'il l'avait jetée au sol? On voit dans ce plan qu'elle n'est pas là, et dès qu'il s'assoit, elle apparaît. Et bien même dans un film ultra soigné comme Seul sur Mars, des petits faux raccords passent parfois à travers les mailles du filet. Et est-ce que tu t'es demandé pourquoi Mark rassemble les fragments de l'antenne après son auto-opération? Il aligne les pièces pour vérifier qu'elles correspondent parfaitement. S'il manque un bout, ça veut dire qu'un fragment est peut-être resté dans la plaie. Ce petit geste méthodique montre la formation pointue des astronautes. Mark commence son journal de bord. Il s'assoit, tape son nom et son mot de passe, sauf que, regarde bien, quand il se connecte, sa main est juste au-dessus du clavier. Sa couverture déborde légèrement sur la table et il y a un classeur devant lui. Par contre, on comprend que l'acteur est en réalité devant une vidéo préenregistrée, car sur l'écran, sa main est devant sa poitrine et des cartes apparaissent sur la table. Mark annonce son nom et son statut. Bonjour, c'est Mark Watney, astronaute. Et son prénom n'est pas anodin, puisque Mark est la version anglaise du prénom latin Marcus, qui signifie « de Mars ». Il indique ensuite l'heure et le sol. Il est 6h53, à Sol 19. Sol est un mot latin qui signifie soleil et désigne un jour martien, environ 24 heures et 39 minutes. Par contre, ce qui est étrange, c'est que nulle part dans le film, il n'est fait allusion à l'année où se déroule l'histoire. On est clairement dans un futur proche avec une technologie similaire à celle d'aujourd'hui, mais pas de date. Eh bien cette ambiguïté était un choix délibéré de l'auteur pour son roman, et c'est ce que le réalisateur Ridley Scott a conservé à l'écran. Mais pourtant, les dates ont bel et bien été calculées par un fan, et il a envoyé ses résultats à l'auteur, Andy Weir, qui l'a posté sur sa page Facebook. En croisant les délais de transmission et le fait que la mission se déroule pendant Thanksgiving, Kenny Ray a déterminé qu'Ares 3 aurait décollé le 7 juillet 2035, atterri le 7 novembre 2035, qui est le Sol 1, et que l'histoire commence le Sol 6, soit le 12 novembre 2035.
Et là, d'autres fans ont tout de suite fait remarquer que le 12 novembre 2035 est le 80e anniversaire du fameux orage de Hill Valley dans Retour vers le futur. Alors oui, c'est une petite coïncidence amusante, mais ce n'est pas tout. Le film est sorti en France le 21 octobre 2015 et c'est la date exacte où dans Retour vers le futur 2, Doc emmène Marty et Jennifer dans le futur. On est où là? Et on est quand? Nous sommes au mois d'octobre, le mercredi 21 de l'an 2015. Eh oui, la pop culture arrive toujours à trouver des connexions. Lorsque Mark trouve les fameuses pommes de terre qu'il va pouvoir cultiver, elles se trouvent dans un récipient sur lequel est écrit « Ne pas toucher avant Thanksgiving ». Eh bien, il est intéressant de noter que le roman explique que c'était les psychologues de la NASA qui avaient prévu ces pommes de terre non épluchées pour un exercice de cohésion d'équipe, permettant à l'équipage de préparer un repas ensemble ce jour-là et de créer du lien. C'est donc cette bonne idée des psychologues qui a sauvé la vie de Mark. Mark a maintenant la bonne idée de récupérer les excréments de ses coéquipiers pour les utiliser comme engrais. Et dans cette scène, après avoir ouvert un petit sac marqué comme provenant du Dr Beck, Watney fait un commentaire attribuant l'odeur à Johansen. Johansen, tu schlingues. Au fait, les chaises utilisées pour la mission par la NASA sont des chaises Ikea, c'est le modèle SNIL. Et oui, dans le film, Ikea a aussi été monté sur Mars. Afin de pouvoir produire de l'eau, Mark explique qu'il va récupérer de l'hydrazine dans le VDM, le module de descente martienne. Des centaines de litres d'hydrazine non utilisés dans le VDM. Sauf qu'au moment où il branche son tuyau, le véhicule montré à l'écran est clairement étiqueté MAV, le véhicule d'ascension martienne. Une petite incohérence visuelle entre le dialogue et le décor. Mark affirme que tout ce qui est envoyé en mission dans l'espace est ignifugé. La NASA a horreur du feu. Donc, tout le matériel avec lequel ils nous ont envoyé ici est ignifugé. Et ne peut pas brûler. Raison pour laquelle il doit détruire le crucifix que Martinez avait parmi ses effets personnels. Pourtant, Mark est souvent représenté en train d'écrire sur du papier dans l'habitat. Et le papier, évidemment, ça brûle. Eh bien, pas forcément. La NASA a développé un type de papier spécialement traité à partir de pierre pour qu'il ne brûle pas. Le catalyseur est maintenant en place et s'enflamme. Et si tu fais pause au bon moment, juste avant l'explosion qui envoie valdinguer Mark, tu peux voir le mannequin utilisé comme doublure. L'anecdote qu'il raconte selon laquelle le JPL a été créé après qu'un groupe d'étudiants de Caltech a failli incendier leur résidence universitaire est en grande partie vraie. 5 mecs de l'Institut de technologie en fabriquant du carburant pour fusée avaient failli cramer leur dortoir. Jack Parsons, Ed Foreman et Frank Malina sont les étudiants en question et ont été expulsés du campus après l'incident. Plutôt que de les virer, on les a enfermés dans une ferme en leur disant de continuer comme ça. Ils ont poursuivi leur expérience et ont ensuite créé le Jet Propulsion Laboratory, un centre de recherche et de développement de la NASA. Et aujourd'hui, on a un programme spatial. Et en parlant de la NASA, l'entrée du centre spatial que tu vois dans le film est un montage numérique. C'est en réalité les portes des studios Korda en Hongrie que tu vois ici. Studios où de nombreuses scènes du film ont été tournées. Tu peux les apercevoir sur cette photo aérienne. Ici, la fameuse entrée qui a été utilisée. Le bâtiment de la NASA a été ajouté derrière. On rencontre Vincent Kapoor, le superviseur de la mission sur Mars depuis la Terre. Et il dit à Teddy que le soi-disant cadavre de Mark est sur Mars définitivement, car son corps ne se décomposera pas. Il va pas s'envoler, Teddy. Son corps va rester là-haut pour toujours. Et il a raison, sans microbes, sans oxygène et avec un froid extrême, un corps exposé sur Mars gèlerait puis se dessécherait au lieu de pourrir. Même dans sa combinaison, il finirait probablement momifié et pourrait rester là pendant des milliers d'années. Lorsque Mindy Park, la jeune spécialiste en satellite de la NASA, reçoit l'email de Vincent Kapoor, il lui demande de vérifier les coordonnées à 46,7 degrés nord et 22 degrés ouest. Et en les entrant, elle tombe directement sur Lab. C'est là qu'elle découvre que Mark est en vie. Ok, mais un peu plus tard, dans la scène de la cafétéria, lors du traçage du parcours de Mark sur l'image encadrée, quand Vincent lui redemande l'emplacement de Lab, Bon, montrez-moi où se trouve l'habitat. elle pointe l'image et dit À 31,2 degrés nord, 28,5 degrés ouest. étonnamment, ce ne sont plus du tout les mêmes coordonnées. Dans le film, Kapoor s'inquiète de l'état psychologique de Mark Watney, qui est seul sur Mars, et se demande tout haut Il est à 80 millions de kilomètres de chez lui. Il se sent totalement seul, il pense qu'on l'a abandonné. Qu'est-ce qui lui trotte dans la tête? Eh bien c'est le roman qui répond à cette question. Pendant que la NASA redoute une détresse psychologique, Mark à ce moment même s'interroge comment Aquaman peut contrôler les baleines alors que ce sont des mammifères. Une note d'humour qui montre que pendant le stress de la NASA, Mark se pose de vraies questions existentielles.
Comme on l'a vu, certaines scènes extérieures sur Mars ont été tournées au studio Korda, en Hongrie. Arthur Max, le chef décorateur, explique que ces studios sont si grands qu'ils ont pu installer le plus grand écran vert du monde, un écran vert à 4 murs, et il y avait suffisamment d'espace pour recréer un immense paysage martien, construire l'habitat et même installer les pieds de l'énorme véhicule d'ascension. D'autres scènes du film ont tout de même été tournées en décor réel, notamment dans le Wadi Rum, en Jordanie. Cette superbe vallée désertique de plusieurs kilomètres de long avait déjà servi de décor pour représenter Mars, notamment dans le film Planète Rouge, sorti en l'an 2000. D'ailleurs, il y a un autre point commun entre les deux films. Dans Seul sur Mars, Mark se souvient de l'ancienne sonde Pathfinder et part à sa recherche pour pouvoir communiquer avec la Terre. Cette sonde a réellement atterri sur Mars en 1997 avec le petit rover Sojourner. Et dans le film Planète Rouge, les astronautes utilisent également l'ancienne sonde lorsque le personnage Gallagher conduit les survivants jusqu'au lieu d'atterrissage d'où il parvient à bricoler une radio et à contacter Bowman. Par contre, quand Mark suit les câbles du parachute pour retrouver l'atterrisseur, là ça coince. Pathfinder utilisait en réalité un système d'airbag. Une fois lâché sur Mars, la sonde rebondissait une quinzaine de fois au sol, puis la coque arrière et le parachute étaient éjectés loin du site. Il n'aurait donc pas pu trouver un joli ensemble bien aligné comme dans le film. Mark pointe maintenant le Pathfinder vers la Terre, il la regarde dans le ciel, et c'est effectivement comme cela que l'on verrait la Terre depuis Mars, comme un point extrêmement lumineux, comparable à Vénus vue depuis chez nous. C'est donc physiquement correct. Est-ce que tu connais les fameuses questions auxquelles il est impossible de répondre oui sans mentir? Comme par exemple, tu dors? Ou alors, t'es mort? Eh bien on a un exemple ici assez drôle d'une question où la NASA n'aurait pas pu répondre non. Quand Mark Watney tente pour la première fois d'établir une communication avec elle, il dispose d'un tableau blanc sur lequel est écrit « Me recevez-vous ?» flanqué d'un panneau à gauche, oui, et d'un panneau à droite, non. Eh bien si la NASA ne recevait pas Mark, comment aurait-elle pu pointer la caméra vers « non » Ça n'aurait aucun sens. En fouillant dans l'ordinateur portable de Johansen pour trouver une aide sur l'alphabet hexadécimal, Mark découvre qu'elle possède deux jeux, Zork 2 et les déesses de cuir de Phobos. Il s'agissait de jeux informatiques des années 80, et notons que le mot Phobos est le nom de la plus grande des deux lunes de Mars. On la voit d'ailleurs plusieurs fois dans le film, ici et ici. La NASA a maintenant expliqué à Mark comment connecter le rover pour mieux communiquer avec elle. Et la première fois qu'il le fait, on voit qu'il fait nuit sur Mars. On a donc un problème, car s'il fait nuit, ça signifie qu'il se trouve du côté de Mars opposé au Soleil. Et Mars étant sur une orbite extérieure à la Terre, sa face cachée est également toujours opposée à la Terre. Pathfinder nécessitant une visibilité directe pour transmettre son signal à la NASA, il devrait donc faire jour sur Mars dans cette scène. Soudain, la paroi de l'habitat subit une déchirure déclenchant une décompression brutale qui manque de tuer Mark Watney. Et le petit champ de pommes de terre est exposé au vide, ce qui stérilise définitivement le sol utilisé pour sa culture. Mark colmate la brèche béante dans ce qui reste de l'habitation avec une bâche en plastique et du ruban adhésif. Est-ce qu'une telle réparation dans la réalité pourrait fonctionner? Eh bien oui, elle peut effectivement permettre de remettre une pression stable dans l'habitat, mais par contre elle serait totalement inefficace à la température moyenne martienne qui est de moins 60 degrés. On fait maintenant la connaissance de Rich Purnell, un physicien un peu excentrique, qui après avoir trouvé un moyen de sauver Mark, glisse et tombe au sol. Eh bien l'acteur, Donald Glover, a révélé dans une interview qu'il avait vraiment glissé, puis il s'était simplement relevé et avait continué à jouer comme si de rien. Les images ont été conservées dans le montage final du film. La NASA tente à présent l'envoi d'une sonde de ravitaillement vers Mars, et les images utilisées dans le film sont réelles. En ce qui concerne le lancement, on a utilisé les images du lancement de la fusée Atlas V le 26 novembre 2011 depuis Cap Canaveral, et qui avait pour mission de permettre à l'astromobile Curiosity de se poser sur la planète Mars. Voici d'ailleurs un selfie pris par le petit robot une fois sur Mars. Et quant à l'explosion que l'on voit toujours dans le film, ce sont des images de la fusée Delta 3614 lancée le 3 mai 1986 et transportant le satellite GOES-G qui explosa en vol à cause de l'arrêt du moteur principal. Tu peux voir la différence de couleur du corps des deux fusées dans le film. Après l'explosion de la sonde, tu peux entendre Mitch, le commandant d'Ares 3, dire « Contrôle au sol. Verrouillez la salle. » Eh bien cet ordre est réel et fait partie du protocole. Il ordonne au contrôleur au sol de verrouiller les portes de la salle de contrôle afin que personne ne puisse entrer ou sortir avant que toutes les données nécessaires à une enquête interne n'aient été sécurisées.
Après que Mark a dicté ses dernières volontés au commandant Lewis, il est vu assis sur une colline et le soleil est visible derrière lui. Sauf qu'il paraît avoir la même taille que vue de la Terre, ce qui est logique puisqu'on sait que c'est en réalité tourné en Jordanie. Mais pour suivre la logique du film, il devrait en réalité paraître plus petit, car Mars est plus éloigné de lui que la Terre, d'environ 1,52 fois la distance de la Terre au Soleil. Sur Mars, le Soleil devrait donc être environ 50 fois plus petit qu'on le voit sur Terre. La Chine décide d'apporter son aide pour sauver Mark Watney. Le centre spatial chinois visible à l'écran est en réalité le Palais des Arts de Budapest, en Hongrie. Le bâtiment est facilement reconnaissable, notamment grâce au pont Rákóczi qui le surplombe ici. Et le symbole que tu vois sur les portes vitrées du centre spatial chinois n'est pas un clin d'œil au symbole du communicateur nouvelle génération de Star Trek, le ComBadge. Bien que ça lui ressemble fortement, il s'agit du véritable symbole de l'administration spatiale nationale chinoise. Dans les locaux de la NASA, Rich Purnell propose une solution audacieuse pour sauver Watney, et la réunion secrète pour en parler est surnommée Projet Elrond, d'après le fameux conseil d'Elrond dans la saga Le Seigneur des Anneaux. Lorsque Annie demande ce que ça veut dire, Qu'est-ce que c'est que ce projet Elrond? le premier à lui expliquer est Anderson, Parce que c'est une réunion secrète. interprété par Sean Bean. Et Sean Bean a justement joué Boromir en 2001 dans Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, et il était présent lors de ce conseil. Est-ce que tu savais que l'idée de Purnell d'utiliser une assistance gravitationnelle pour propulser l'Hermès vers Mars est similaire au plan de vol utilisé pour amener les astronautes d'Apollo 13 ? Après la désactivation de leur vaisseau, la Lune a été utilisée pour accélérer le vaisseau et le ramener vers la Terre afin d'économiser du carburant et d'accélérer le voyage du retour. C'est pourquoi l'idée de Purnell dans le film n'est pas si extraordinaire que ça, parce que dans la vraie vie, c'est la première chose à laquelle la NASA aurait pensé. Teddy Sanders s'interroge sur la logique de mettre en danger la vie des 5 membres de l'équipage de l'Hermès pour sauver celle d'un seul homme. On a encore une chance de ramener 5 astronautes à bon port sains et saufs. Je refuse de mettre leur vie en jeu. Eh bien, une discussion similaire avait été évoquée dans le film de 1998, Il faut sauver le soldat Ryan. Quelqu'un peut me dire ce qui est logique dans tout ça? Je veux dire, ça rime à quoi de risquer la vie de 8 de nos gars pour sauver celle d'un seul type? Et coïncidence, dans les deux films, c'est Matt Damon qui est l'homme à sauver. Il est d'ailleurs qualifié dans le film de simple soldat. Et il est intéressant de noter que dans Seul sur Mars, l'auteur Andy Weir a mentionné l'existence d'une hiérarchie au sein de l'équipage. Du plus haut au plus bas commandement, on retrouve dans l'ordre Lewis, Martinez, Vogel, Beck, Johansen et en dernier Watney. Comme dans le film Il faut sauver le soldat Ryan, Watney n'est pas le plus haut gradé, mais ce n'est pas ce qui compte pour le sauvetage. Un superbe plan nous montre l'Hermès se dirigeant vers la Terre, et ici tu peux voir à travers une fenêtre du vaisseau Johansen faire de l'exercice. Mais un autre détail pour les cinéphiles, tu reconnaîtras peut-être que l'antenne avant de l'Hermès, celle avec la grande parabole ronde flanquée de 2 plus petites, est la même que l'antenne du vaisseau spatial Discovery, qui a été présentée comme un point central de l'intrigue dans le film de 1968, 2001, l'Odyssée de l'espace. Notons que le grand vaisseau faisant la navette entre la Terre et Mars s'appelle Hermès, d'après le nom du dieu grec qui est messager et émissaire. Le vaisseau porte donc bien son nom. Et quant au nom de la mission, c'est Arès, en hommage au dieu grec de la guerre Arès, et dont le nom romain est Mars. Après un vote unanime pour retourner sauver Mark sur Mars, l'Hermès envoie un message à la NASA et dit que Rich Purnell est l'homme missile au regard d'acier. Rich Purnell is a steely-eyed missile man. What? Et bien cela fait référence aux actions du contrôleur de vol John Aaron qui, après que 2 éclairs frappent la fusée d'Apollo 12 dans la minute suivant son décollage et provoquent de nombreux problèmes, a vite conseillé à l'équipage de basculer le système de conditionnement du signal en position auxiliaire. Tous étaient perplexes mais ont obéi et la modification du réglage a immédiatement résolu les problèmes, permettant à la mission de se poursuivre. La réaction rapide, calme et efficace de John Aaron face à cette crise lui a valu le surnom de l'homme missile au regard d'acier. Ce surnom est aujourd'hui largement considéré comme la plus haute distinction au sein de la NASA. Et cette expression est également utilisée dans le film Apollo 13. And you, sir, are a steely-eyed missile man. Nous arrivons au moment où Mark va quitter son habitat, après 461 sols, et on le voit très amaigri. L'acteur Matt Damon était prêt à perdre énormément de poids pour la scène de fin du film, mais Ridley Scott l'en a empêché, parce que Matt Damon l'avait déjà fait une fois, lors du tournage du film de 1996 à l'épreuve du feu, et ça avait sérieusement compromis sa santé. Alors pour Seul sur Mars, c'est une doublure qui a été utilisée à sa place.
Durant son voyage vers le site d'Ares 4, Mark s'arrête pour recharger son rover et en profite pour dormir dessous, à l'ombre. Mais en réalité, il ferait un froid glacial, car le sable sur lequel il serait assis serait bien en dessous de zéro. Alors c'est vrai que le rover est froid sans chauffage, mais la température devrait être tout aussi insupportable, voire plus, ici. Durant sa longue traversée, Mark s'arrête au sommet d'une crête. Au loin, on aperçoit plusieurs tourbillons de poussière. Eh bien c'est intéressant de voir cela car écoute bien cette anecdote. Lorsque la NASA a envoyé le rover Opportunity sur Mars en 2004, sa durée de vie était estimée à 90 jours, en grande partie en raison de la prédiction selon laquelle la poussière martienne s'accumulerait sur ses panneaux solaires et qu'il ne pourrait donc plus se recharger. Pourtant, il a continué à fonctionner pendant une durée étonnante de 14 ans. 14 ans au lieu de 90 jours. Alors comment est-ce qu'il a fait ? Eh bien la NASA attribue cette endurance justement aux tourbillons de poussière qui passaient occasionnellement et qui nettoyaient la poussière de ses panneaux solaires. D'ailleurs, voici à quoi ressemble une vraie petite tornade filmée directement par un des robots présents sur Mars. Mark arrive enfin au MAV, le module de décollage, qui était là tranquillement depuis 4 ans. Et tu te souviens, dans la scène de décollage au début du film, le MAV semble très vulnérable aux fortes tempêtes martiennes et assez facile à renverser. Il semble donc peu probable que le deuxième MAV puisse rester sur Mars pendant de longues périodes et rester debout jusqu'à l'arrivée de la mission suivante. Alors que l'équipage discute du plan pour récupérer Mark, le personnage Chris Beck, joué par l'acteur Sebastian Stan, explique qu'au-delà de 10 mètres secondes, intercepter quelqu'un dans l'espace, c'est comme sauter dans un train en marche. 10, ce serait un peu comme sauter dans un train en marche, donc au-delà, je risquerais de le louper. Et cette réplique est assez savoureuse quand on se souvient que le même acteur, dans le film de 2011 Captain America, saute littéralement dans un train en marche. Sur Terre, les chaînes d'infos sont à l'affût et suivent l'événement. Le personnage qui joue le journaliste de CNN est interprété par le véritable correspondant de CNN basé à Berlin, Frédéric Pledgen. Le module va décoller et Matt Damon a expliqué en interview que la scène où Mark est ému en entendant la voix du commandant Lewis était authentique. Comme les autres acteurs avaient terminé leur scène et étaient tous rentrés chez eux, c'est leur voix préenregistrée qui était diffusée à Matt Damon dans sa combinaison spatiale. L'acteur a donc commencé à penser que son personnage avait passé 2 ans seul sur Mars et en entendant la voix préenregistrée de ses partenaires, il a eu les larmes aux yeux véritablement. Le réalisateur Ridley Scott a été très impressionné par la performance de Matt Damon car il n'a fallu qu'une seule prise pour jouer cette scène très émouvante, celle que l'on voit dans le film. Si tu observes bien le MAV, tu peux compter qu'il a 3 jambes d'atterrissage. Pourtant, dans la salle de contrôle, l'image du MAV est représentée avec 4 jambes. Lorsque Mark s'élève enfin de Mars, un plan se concentre sur son visage, entouré d'écrous et de boulons flottant autour de lui. Cependant, il y a une petite incohérence, car les écrous et les boulons flottent avant que le vaisseau spatial ne termine sa combustion, ce qui serait impossible tant qu'il était encore en accélération. Ce n'est qu'une fois qu'il n'y a plus de poussée que tout se met en apesanteur. Après avoir quitté l'atmosphère martienne, Watney se réveille de son inconscience et il mentionne des douleurs thoraciques, probablement dues à la force G, qui lui a brisé des côtes. J'ai une douleur à la poitrine. J'ai des côtes cassées. Eh bien cela est réel et est sans doute dû à une ostéopénie liée aux vols spatiaux. C'est une maladie qui se caractérise par une perte de densité osseuse après un séjour prolongé en apesanteur. La gravité martienne n'étant que de 38% inférieure à celle de la Terre, le séjour prolongé de Watney a vraiment fragilisé ses os. Alors que Beck s'apprête à entreprendre un dangereux voyage hors de l'Hermès, Johansen lui conseille d'être prudent car, dans l'espace... Be careful out there. In space. Mais elle ne termine pas sa citation, qui est en réalité une citation du célèbre slogan « Dans l'espace, personne ne vous entend crier ». Citation du film de 1979 Alien, le 8e passager, du même réalisateur que Seul sur Mars, Ridley Scott. Dans le film, Mark Watney perce la main de sa combinaison pour se propulser vers l'Hermès. Mais dans le roman, il ne l'a pas fait. Le commandant Lewis a rejeté son idée. D'ailleurs, l'air s'échappant d'un trou dans un gant pousserait avec une force comparable à celle d'une personne soufflant une bougie. Alors ça suffirait probablement à propulser Mark vers le vaisseau, mais ce serait extrêmement lent. Mark Watney est maintenant de retour sur Terre, et on le voit assis sur un banc, portant des lunettes, ce qui fait peut-être référence à la détérioration de la vue qui affecte les astronautes après une exposition prolongée à une faible gravité. Toujours assis sur le banc, Mark se penche et voit une pousse. Il lui dit « Salut, et toi ?» Eh bien cette petite plante entre ses pieds, tu sais ce que c'est ? C'est un plant de pommes de terre, tout comme ceux qu'il avait fait pousser sur Mars qui lui a sauvé la vie. Alors que Mark est dans l'amphithéâtre, la devise gravée au sol est « Per ardua ed astra », une expression latine qui signifie « un chemin semé d'embûches mène aux étoiles » ou encore « vers les étoiles à travers les épreuves ».
Le film se termine avec le lancement de la nouvelle mission Ares, dont Martinez est le commandant. Et tu peux voir un astronaute chinois à ses côtés. Il s'agit d'un clin d'œil et d'un point de l'intrigue dans le roman, qui est absent du film. Car dans le roman, l'agence spatiale chinoise avait en réalité troqué un astronaute chinois pour la prochaine mission vers Mars en échange de l'utilisation de sa fusée pour ravitailler l'Hermès. Dans la chambre où l'on voit la petite famille de Beck et Johansen, tu peux voir un dernier clin d'œil à la série Happy Days que Mark a regardé sur Mars et qui le poussa à immortaliser le seul cliché de lui en faisant le fameux geste de Fonzie.